Il est 8h37, vous êtes bien sur Sud Radio et tout l'été, on accueille chaque matin une ou un député élu pour la première fois cette année. C'est le Tour de France des nouveaux députés et aujourd'hui nous accueillons Alexandre Portier, député Les Républicains de la 9e circonscription du Rhône. Bonjour monsieur le député. Merci de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous, Alexandre Portier. Bonjour, on va apprendre à vous connaître un peu mieux dans un instant, mais l'actualité d'abord avec Emmanuel Macron. On l'entendait à l'instant, la chronique de Félix Mathieu qui sonne la fin de l'abondance et de l'insouciance. Il a raison de tenir de tels propos, il en fait un peu trop, selon vous? Disons que les Français s'en sont rendus compte depuis longtemps, donc si c'est pour énoncer des évidences, c'est un petit peu dommage finalement d'utiliser ces paroles de rentrée. Je crois dans nos territoires ruraux comme le mien, le Beaujolais, que les communes rurales, les habitants se sont rendus compte depuis longtemps que la France évidemment connaissait des graves difficultés. On vit une grande bascule, un moment sensible de l'histoire et un moment où on ne pourra plus mentir, on ne pourra plus dire évidemment des banalités, où il va falloir dire les choses en franchise aux Français. C'est le rôle du politique, le politique est rattrapé par le réel. C'est-à-dire sur la situation économique de notre pays. Sur la situation économique de notre pays, sur la situation de sa dette, sur la situation environnementale, sur la question de la sécurité, sur la question des migrations, sur tous ces sujets-là, évidemment, on ne pourra plus faire semblant. Sur la question de la dette, ça veut dire que fini le quoi qu'il en coûte, il y a un moment où vous voudrez dire aux Français qu'il faut en terminer avec cela ? Plus que le quoi qu'il en coûte, je crois que ce qui est intéressant, c'est de devoir faire des choix. Le politique, c'est celui qui fait des choix. On ne peut pas tout faire dans la vie. Quand vous rentrez dans un magasin, vous ne pouvez pas tout acheter. Vous faites des choix de ce qui est pour vous le plus important. Et il y a des sujets comme l'école, comme la justice, comme la sécurité, comme la protection de nos paysages et de notre environnement, qui aujourd'hui sont fondamentaux et sur lesquels on doit mettre tous nos efforts. Et puis, à partir du moment où on dit qu'il y a la fin de l'abondance, il faut en tirer les conséquences. Il faut être conséquent jusqu'au bout. C'est évidemment la fin du gaspillage des ressources naturelles. Ça veut dire des relocalisations stratégiques aussi pour garantir notre souveraineté. C'est la fin du gaspillage de l'argent public, avec une vraie réforme de l'État, une décentralisation qui permet de remettre les moyens au plus près du terrain, et puis une fin des répartitions qui sont injustes. Il y a un sentiment profond d'injustice dans tous nos territoires, y compris dans les territoires ruraux qui sont trop souvent oubliés. Injustice, justement. Alors, on l'entendait tout à l'heure, ce n'est la fin de l'abondance, alors qu'on apprend dans le même temps que les grandes entreprises ont établi un nouveau record de dividendes versés à leurs actionnaires. Ça peut paraître indécent. Est-ce que c'est pas le moment de mettre en place une taxe exceptionnelle sur les super profits, comme c'est le cas en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple ? La question de l'équilibre économique, social, financier, elle se pose partout dans le monde et il n'y a pas de raison que la France aujourd'hui y fasse exception. Il faut effectivement qu'il y ait plus de justice. La justice n'exclut pas aussi l'équilibre. On a eu des fois des postures démagogiques, on voulait prendre 75% des revenus, c'est sans doute excessif. Derrière, il faut qu'on explique aussi le sens de l'argent qu'on prélève aux Français. Le pire aujourd'hui, c'est que les gens, et notamment les classes moyennes, ont l'impression de payer beaucoup, mais de ne pas savoir pourquoi. Il faut remettre à la fois de la lisibilité dans ce qu'on prend, mais aussi dans l'utilité, dans l'efficacité des moyens publics. Et pour ça, je crois que la garantie, c'est la décentralisation. Dans une commune, pourquoi est-ce que les gens consentent à l'impôt local? Parce qu'ils en voient tout de suite l'efficacité à travers les travaux qui sont réalisés, quand on refait des trottoirs, quand on fait un parc public, quand on aménage des axes de transport, etc., quand on aménage des écoles, quand on fait de la rénovation énergétique dans les salles de sport, les gens le voient. Bien sûr, mais alors vous n'avez pas répondu à ma question, Alexandre Portier. Pourtant, elle est importante pour un certain nombre de Français sur cette taxation, sur cette taxe exceptionnelle, sur les super profits. Est-ce qu'il en faut une ou pas ? Je crois qu'effectivement, il faut qu'on revoie l'imposition. À la fois parce que je pense qu'il y a toute une partie des classes les plus modestes, les classes populaires et moyennes qui aujourd'hui ont le sentiment de payer beaucoup sans forcément voir l'efficacité. Et je pense que celle-ci mériterait des allègements. Et à l'inverse, une partie de la population qui fait des bénéfices immenses sans forcément que l'impôt soit proportionnel. C'est plutôt surprenant. Vous faites partie de la formation politique des Républicains. C'est plutôt surprenant comme position. En tout cas, c'est une position que vous allez vous-même défendre au sein de votre parti ? C'est ce que j'ai toujours cru. Je suis d'une droite qui est à la fois populaire et sociale, qui est ancrée dans un territoire où on est attaché à l'équilibre, à une forme de justice. Et il y a un profond sentiment d'injustice aujourd'hui qui traverse, je crois, les territoires ruraux, les villes moyennes, où on voit beaucoup d'argent public qui a été mis pendant des décennies dans ce qu'on appelait les quartiers. On a mis beaucoup d'argent aussi dans les grandes villes pour réaliser des grandes infrastructures. Et puis de l'autre côté, on a une France qui voit ses écoles fermées, ses classes fermées, qui voit ses services publics disparaître, qui n'a plus de guichet de banque à moins de 30 km parfois, qui n'a plus de bureau de poste, qui n'a plus de transport, qui n'a plus tout ça.
Voilà, moi je pense d'abord, je viens d'une famille d'artisans et de commerçants. Je suis attaché à l'art du travail et aussi à la juste récompense de ce travail-là. Et cette notion d'équilibre de justice aujourd'hui, elle est perdue. Et pour moi, la vocation de la droite, c'est d'être et pour vous, il faut là pour récompenser le travail et le mérite. Sur la question de l'urgence climatique, quand vous entendez la polémique sur les jets privés, quand vous entendez le patron des écolos, Julien Bayou, qui ne dit pas non à l'interdiction des piscines privées, vous avez l'impression qu'on prend le débat par le bon bout, finalement? Je pense qu'on se moque un peu des gens. Si le but c'est de faire l'inquisition chez les gens pour voir s'ils ont monté des piscines sauvages dans leur jardin pour avoir le droit de se rafraîchir un petit peu l'été, je pense que là on est quand même dans une décadence totale de ce qu'est la fonction du politique. D'abord, redire des choses assez simples, mais si tous les pays étaient aussi vertueux que la France sur le plan environnemental, le monde se porterait bien mieux. La France, c'est 1% du PIB, c'est 0,8% des émissions de gaz. Donc le problème n'est pas la France. Le problème, il est géopolitique, il est international. Et en matière d'environnement, il faudrait qu'on arrête de raconter des fables et qu'on sorte un peu des postures. Quand on regarde l'hypocrisie du discours allemand qu'on a entendu pendant des décennies, aujourd'hui, l'Allemagne est le plus grand importateur de charbon d'Europe. C'est le plus grand consommateur aujourd'hui de charbon pour faire son électricité. Et ça augmente encore de 20% en 2022. Vous avez des pays comme l'Inde qui consomment 70% de charbon aujourd'hui dans leur production énergétique. Donc c'est une immense hypocrisie. Quand on a un peu de courage politique, on va voir ses partenaires, ses interlocuteurs, en l'occurrence au plan international, et on leur dit ces vérités-là. On arrête d'embêter le pauvre Français qui ne peut pas partir en vacances et qui a le malheur d'installer une piscine dans son jardin. En tout cas, Emmanuel Macron, lui, entame aujourd'hui une visite de 3 jours en Algérie. Ce sera un échec, selon vous, s'il n'obtient rien sur le gaz, Alexandre Portier, dans ce pays qui fait partie du top 10 des producteurs de gaz naturel dans le monde? Disons que compte tenu des relations historiques qu'on entretient avec ce pays, ce serait effectivement navrant, dommage et un très mauvais signe aussi pour la présence française en Afrique. J'espère qu'il y arrivera. L'actualité, c'est aussi la rentrée qui approche avec cette crise dans le secteur de la petite enfance. C'est un sujet sur lequel vous alertez déjà depuis plusieurs semaines. C'est l'un de vos combats. Il y a véritablement urgence aujourd'hui à agir, selon vous, Alexandre Portier? Oui, parce que j'ai toujours été frappé de l'écart entre les grands discours politiques et le quotidien des gens. Et étant voilà, un jeune élu et puis un jeune papa, je me rends assez compte aussi de la frustration que peuvent rencontrer beaucoup de jeunes qui s'installent dans la vie, dans l'accès au logement, dans l'accès au transport et dans l'accès aux services pour faire garder leurs enfants. Et sur la petite enfance, je crois que c'est un vrai drame dont on ne mesure pas encore les conséquences à 10 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, il y aura une assistante maternelle sur 2 qui sera à la retraite. On a déjà que 6 enfants sur 10 qui sont gardés. Je vous laisse faire le calcul. Ça veut dire que 7 parents sur 10 ne pourront pas faire garder leurs enfants dans 10 ans. Ce sera très compliqué pour le quotidien des familles. C'est des parents qui vont devoir faire des choix entre leur activité professionnelle et leur vie familiale. Et on sait, il ne faut pas se raconter d'histoire, que très souvent, c'est les mamans qui vont en pâtir dans leur choix de parcours parce que c'est malheureusement comme ça que ça se passe dans les faits. Comment on y fait face? Il y a plusieurs points. Le premier, c'est d'abord fondamentalement une question de formation. Il faut qu'on fasse connaître ces métiers auprès des plus jeunes. C'est des métiers qui sont passionnants. Toutes les personnes qui l'exercent en sont ravies et adorent ce contact avec la jeunesse. C'est des beaux métiers où on peut transmettre des valeurs, où on forme des tempéraments, on partage un socle extrêmement important dans toute la vie de l'enfant. Il y a aussi derrière la formation sur laquelle aujourd'hui on n'est peut-être pas encore tout à fait au point. Pour avoir beaucoup discuté avec les assistantes maternelles, la formation a évolué, mais pas toujours forcément bien enrichi ces dernières années. Et puis, il y a quand même la revalorisation salariale qui est un vrai sujet. Comme dans tous les métiers aujourd'hui qui tiennent à l'enfance, à la scolarité, à l'éducation, malheureusement, c'est un vrai massacre et c'est pas à la hauteur de l'enjeu pour une nation comme la nôtre. 8h45, Alexandre Portier sur Sud Radio, député, je rappelle, LR de la 9e circonscription du Rhône, votre formation politique qui va se trouver un nouveau président d'ici la fin de l'année. Vous-même, vous êtes un proche de Laurent Wauquiez. Pourquoi a-t-il refusé d'être candidat à cette élection? Il a déjà en tête la présidentielle de 2027? Il n'y a que lui qui peut le dire. Évidemment, je regrette qu'il n'y soit pas allé. C'est difficile de ne pas penser le contraire. Ouais. connaissant ses qualités, son talent, je regrette évidemment qu'il n'y soit pas allé. Après, je respecte le choix personnel. Il a estimé que c'était le mieux pour lui et puis pour notre famille politique. C'est un président de région qui est reconnu pour des résultats qui sont exceptionnels. Il a voulu, je crois, se concentrer là-dessus et puis sans doute développer une approche un peu différente de celle des partis pour aller à la rencontre des habitants, de la population, des Français. C'est une démarche qui est tout à fait respectable et à l'heure où les partis sont en vraie souffrance et pour beaucoup n'incarnent plus grand-chose, je crois que c'est une démarche qui est tout à fait respectable. Où sont passées les têtes d'affiche pour cette élection à la présidence des LR? L'impression que ça manque un petit peu de têtes d'affiche, c'est pas votre avis?
Laissons-leur quelques semaines pour se dévoiler. Ouais. Vous pensez que ça peut bouger? J'ai pas l'impression pour Laurent Wauquiez, j'ai pas l'impression pour Xavier Bertrand. Bruno Retailleau, il hésite, mais il a pas l'air très sûr d'y aller. En tout cas, on a l'impression. Ça passionne pas cette élection, on a l'impression. Chaque candidat est une personnalité, il n'y a pas de personnalité de premier plan, de second plan. Tout candidat, tout élu est respectable dans son engagement et dans le message qu'il a apporté. Il y en a plusieurs qui se sont dévoilés, plusieurs qu'on pressent. Moi, j'ai hâte d'avoir justement la liste des candidats et de voir les débats de fond qu'on pourra avoir. Parce qu'une élection, c'est pas le déchirement qu'on annonce à chaque fois. Une élection, c'est un moment de débat, démocratique qui est tout à fait sain dans la vie d'un parti. Moi, je suis militant depuis plusieurs années. J'aime ce moment où on peut discuter des idées, voir des lignes à la fois de différence, de convergence. C'est des moments où on peut se retrouver et se mettre autour de la table pour clarifier ce en quoi l'on croit. Ça va clarifier aussi votre ligne d'ailleurs à l'Assemblée nationale, du côté des LR, vous pensez? Ça nous permettra de faire une mise à jour, je crois, importante, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire depuis la présidentielle. Et je pense que l'une des premières raisons de notre défaite, ce n'est pas tant des questions de personnes, que c'est d'abord des questions de ligne. On a perdu en avril à cause des errements de la droite, parce qu'on ne sait plus aujourd'hui ce qu'est la droite, on ne sait plus ce qu'elle incarne, et on passe notre temps à vouloir faire des grands écarts entre des choses qui sont peut-être pas conciliables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, être élu, être en politique, c'est faire des choix. C'est priorité, c'est expliquer pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses et dire pourquoi on ne peut pas tout faire. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il faut qu'on dise très clairement comment on répond aux crises de notre temps, et puis aussi qu'on puisse tirer des leçons des échecs qu'on a connus ces dernières années, et notamment, il faut le dire très clairement, le quinquennat Sarkozy, on n'en a jamais tiré les leçons. Oui. Très clairement, je pense que c'est un certain nombre de sujets. Il y a une vraie frustration de la population. Il y a une crise de confiance dans la droite qui fait qu'aujourd'hui... Vous traînez ça comme un boulet ? Je ne sais pas si on le traîne comme un boulet, puisqu'on n'a jamais été aussi bon, par exemple, au niveau local. La droite n'a jamais gagné autant de communes, de départements, de régions en France. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une crise de confiance sur un certain nombre de thématiques. Mais sur les thématiques les plus régaliennes, les plus essentielles, malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à convaincre les Français qu'on avait compris ce qui n'avait pas marché. Alexandre Portier, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, député LR de la 9e circonscription du Rhône, je le rappelle. Merci à vous et très bonne journée. Dans un instant, on reste dans le Beaujolais. On filera à Fleury, au nord de Lyon, avec notre invité d'un été au camping. A tout de suite, restez avec nous. Il est 8h49 sur Sud Radio.